Puissance, verticalité et graphisme, voilà comment nous pourrions qualifier les cannes de Provence Arundo Donax. Shall we begin? Bonjour Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler des cannes de Provence. Arundo Donax est une plante vivace, presque gélive, mais on va y revenir. Vous verrez qu'il y a quelques petites adaptations à faire au nord de la Loire. Arundo Donax, la canne de Provence, est une poacée. On doit bien dire poacée, jadis graminée, que nous utilisons encore à bien des égards, dans laquelle on va trouver toutes les graminées cousines et évidemment les bambous, qui sont bel et bien aussi des poacées, dont elle partage cette puissance végétative absolument incroyable. Nous sommes partis ici au mois de février-mars de 0 cm pour atteindre fin septembre, début octobre, à peu près 5 mètres de haut pour les cannes les plus hautes. C'est vous dire la puissance de cette plante. Nous allons faire un peu de description sur cette plante. Les rhizomes, on va commencer par la partie invisible, sont particulièrement intéressants parce que ce sont des plantes qui, pendant les premières années, vont se développer tout à fait moyennement, de l'ordre de 15 à 20 cm en tous sens, pour au bout de 5 à 6 ans commencer à trouver, si les conditions de sol sont réunies, à savoir une humidité légère, commencer à se propager et alors elles peuvent avancer de plusieurs dizaines, voire le mètre chaque année. Alors on atteint un caractère particulièrement embêtant qu'on appelle invasif. Et effectivement, cette canne de Provence qui était originaire des parties chaudes et humides du vieux continent, aujourd'hui est partout présente sur la planète, en Floride et dans d'autres continents, notamment en Amérique du Sud, alors elle est particulièrement invasive et elle fait partie des plantes, des 20 plantes les plus invasives de la planète. Donc c'est particulièrement surveillé de près. Et pourtant, elle est pétrie de qualité, elle a 1001 usages, ornemental bien évidemment. Les paysagistes l'utilisent encore et souvent pour faire des écrans, pour faire des massifs, pour aller dans des zones légèrement humides où on sait qu'on a bien des plantes qui sont parfois délicates. La canne de Provence, à condition d'être maîtrisée, va vraiment combler des trous, des demandes particulières, spécifiques dans ces zones légèrement humides. Dans son biotope d'origine, qui est, je dirais, la partie haute d'une zone humide, elle ne pousse pas, à l'image d'un roseau, dans l'eau, ni dans un bassin. Par contre, elle va se développer tout en périphérie de ces zones humides parce qu'elle va rechercher cette fraîcheur. Cette plante qui supporte la salinité, qui va supporter aussi des temps de sécheresse assez longs, on l'a constaté en 2018 et évidemment dans le sud où elle est souvent confrontée à des périodes de sécheresse plus ou moins longues, elle est particulièrement résistante. Alors, si le terrain devient désertique et totalement sec, il est évident que c'est pas du tout sa zone de prédilection, mais l'alternance de périodes humides et sèches lui permet de pousser, ce qui fait qu'elle a un intérêt industriel particulièrement important dans le sud de la France. Au niveau de la description de cette plante, on a des feuilles qui sont particulièrement intéressantes, alors notamment pour la variété panachée, celle que vous avez ici. Cette variété panachée va offrir des feuilles de 40 à 60 cm de long qui sont remplies de silice, donc gare à vous, ça coupe bien. Les cannes qui vont faire de 1, 2, 3, jusqu'à 5 ou 6 mètres de haut, 8 mètres dans le sud, on y reviendra après pour voir cette différence, sont utilisées pour faire des canisses, elles sont aussi utilisées pour faire des tuteurs à moindre coût. Les cannes sont gorgées d'eau, elles ont une légère odeur citronnée et on verra, c'est très intéressant pour un autre usage détourné. Les rhizomes sont évidemment puissants, on les connaît, ils sont évidemment la partie invisible de la plante. Il y a évidemment une floraison. Et cette floraison, elle n'intervient pas au nord de la Loire parce que c'est un cycle d'une année. Elle va intervenir au sud, là où il ne gèle quasiment pas. Je m'explique. La canne de Provence est une plante vivace, presque rustique. À moins 3, moins 4 degrés, les feuilles, la tige, la canne vont littéralement geler. Il faudra alors les couper vers le mois de février-mars pour tous ceux qui sont confrontés à cet épisode. Au sud de la Loire, la canne va flétrir un peu. Le feuillage va être un peu plus glauque. Moins esthétique, mais la plante va survivre pendant l'hiver et va offrir une floraison la deuxième année. Cette floraison est un épi, c'est pas extraordinaire, comme tous les épis des graminées, il y en a quand même quelques-unes qui sont chouettes. Mais cette floraison n'est pas particulièrement intéressante et de toute façon, quand il y a des graines, ces graines sont stériles. Jusqu'à preuve du contraire, on n'arrive pas à multiplier les cannes de Provence par la semence. Au niveau de l'histoire et de la géographie, elle a été décrite par Monsieur Linné vers les années 1750. Elle était déjà présente dans le sud de la France. On n'a pas de date quant à son arrivée
du côté de l'Europe et en particulier de l'Europe méditerranéenne. La culture de cette plante est quelque chose de particulièrement simple. Vous plantez, ça pousse. Encore que il faut la planter dans un terrain qui est à peu près frais et humide. Ici, c'est légèrement humide, mais pas trop. Donc, on arrive à la tenir à peu près. Cependant, on s'est aperçu qu'au bout de la 7e année, elle commençait à partir. Donc, on doit faire attention à ça. Là où il y a un peu de fraîcheur, un peu d'humidité assez constant, elle va évidemment avancer. L'usage en pot, en bac est particulièrement déconseillé parce que c'est une plante qu'il faudrait arroser alors assez fréquemment et surtout, elle va vous défoncer, vous casser tous les matériaux, tous les bacs en plastique ou en céramique. Ça, c'est clair que si vous arrivez à l'arroser, je ne vous conseille pas vraiment d'avoir cette plante en pot sur une terrasse. L'exposition, elle est assez indifférente, hein. On peut la mettre à l'ombre, mais c'est évidemment au soleil qu'elle va avoir le comportement le plus adapté avec ce développement assez incroyable de 0 à 4-5 mètres ici et de 0 à 8 mètres parfois dans le sud de la France. Nul besoin de fertiliser cette plante. Tout au plus, au nord de la Loire, on taille en février-mars pour pouvoir permettre de repartir à zéro et de voir ce développement si intéressant. Vous me direz, quand vous la taillez à la sortie de l'hiver, pour ceux qui habitent au nord de la Loire, ou même ceux du sud qui veulent à un moment donné mettre fin à ce côté développement foliaire et qui peut être invasif, l'usage premier, c'est d'en faire un broyat. Donc de broyer tout ça, vous avez une production absolument incroyable et gratuite qui vous permettra de faire tout d'abord un super compost, un super paillage. C'est effectivement aujourd'hui ce qui est le plus intéressant pour cette plante au niveau industriel, car cette plante peut être cultivée dans le sud et dans le pourtour méditerranéen à moindre coût, dans des zones où rien d'autre ne pousse, pour produire une biomasse absolument incroyable en termes de volume par rapport à l'investissement de départ. Et ça pourrait servir notamment à la méthanisation. Donc cette plante a plus d'un tour dans son sac. Maintenant, on va arriver sur les autres usages, donc ornemental, industriel. Tout à l'heure, j'ai parlé des cannes, des canisses. Il faut savoir que on peut faire des parties instrumentales de certains instruments à vent avec cette plante. Donc ça, les artisans savent le faire. On a des vertus médicinales, gustatives, donc cuisine. Alors au niveau de la cuisine, l'odeur légèrement citronnée de cette plante, et ça vous en rendrez compte en coupant une canne, peut rentrer dans la composition des tagines, par exemple. On va aussi pouvoir faire des tisanes avec ces feuilles pour pouvoir soigner des maux de gorge, mais aussi pour des vertus digestives. Une dernière fonction, c'est couper quelques branches, les mettre dans un vase. L'odeur citronnée qui est à peine perceptible, hein, c'est vraiment au moment de la coupe que vous allez vous rendre compte, dérangera de toute façon les moustiques dans la maison. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant dans un vase pendant quelques jours. Au niveau de la multiplication, cette plante, on peut la multiplier uniquement de manière végétative, c'est-à-dire division de rhizome. Et là, gare à vous, ça se découpe au fer de bêche et faites attention, c'est tellement dense que le fer de bêche peut vous remonter dans le visage. En tout cas, le manche. Donc pas de semis, hein, jusqu'à preuve du contraire, les graines sont totalement stériles. Voilà pour cette plante surpuissante qui va de 0 à 4-5 mètres en quelques mois. Une plante à découvrir, à maîtriser dans son jardin, qui s'intègre très bien dans un massif de graminées. Ici on a plusieurs graminées. On doit gérer son caractère imposant, hein, qui va faire qu'elle fait de l'ombre à toutes les autres et qu'elle va surgir dans une autre graminée. Donc il faut toujours essayer de nettoyer et de couper ces rhizomes qui, au bout de 5-6 ans, ont cette tendance à se propager. N'hésitez pas à rejoindre la description, vous trouverez certainement des choses que j'ai omis de dire dans cette petite vidéo. Vous trouverez notamment les différentes variétés et espèces qui sont existantes sur le marché. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Au revoir, prenez soin de vous. Shall we begin?